Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur la radio-télévision du Sahel dans votre émission en plein air depuis Cap-Vert dans l'université du Cap-Vert. Vous pourrez l'entendre en fond des sons de la musique capverdienne. Oui. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Madame Bako Rabi qui a fait une communication au 4e forum de partage de bonnes pratiques en matière de santé. Allons à la découverte de cette communication. Madame, bonjour. Bonjour. Voilà, hier, vous avez fait une communication assez intéressante. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait de la réplication de l'expérience de l'auto-injection du DMPA sous-cutané au Niger. D'accord. Cela consiste en quoi? Cela consiste à intégrer le DMPA sous-cutané au niveau des ménages. Quand on dit au niveau des ménages, au niveau de la femme, pour qu'elle-même, elle puisse se l'injecter sans l'aide d'un agent de santé. Et vous savez, la délégation des tâches est en train d'être expérimentée, mise à l'échelle au Niger. Et l'auto-injection vient appuyer cette délégation de tâches pour que l'injectable soit au niveau des communautés et que le DMPA soit cutané, soit au niveau même des ménages pour que chaque femme puisse se l'injecter, sans l'appui d'un agent de santé. D'accord. Cette bonne pratique est portée par qui? Vous-même ou c'est une organisation? C'est notre organisation Pathfinder International qui a piloté pendant une période de 15 mois. Et maintenant, la prochaine étape, c'est de voir dans quelle mesure on va essayer de faire une mise à l'échelle au niveau du Niger de cette pratique. Alors, s'il fallait évaluer cette pratique, quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenus dans la mise en œuvre de ce projet? Oui, dans la mise en œuvre du projet pilote, on a recruté un certain nombre de femmes qui constituent une cohorte et que nous avons suivi pendant une période de 9 mois pour voir si la femme peut aller jusqu'à faire sa 3e injection du DMPA sous-cutané. Vous savez, le DMPA, c'est pendant une période de 3 mois qu'à chaque fois la femme doit renouveler son injection. Donc nous avons suivi 139 femmes. Et toutes ces 139 femmes-là, à la fin de la 3e auto-injection, les 139 ont pu faire une auto-injection. Et parmi ces 139-là, les 138 sont capables maintenant de s'auto-injecter sans même l'appui d'un agent de santé. Comment cela se fait-il quand on sait que majoritairement dans nos communautés, la plupart des femmes ne sont pas instruites? Est-ce qu'elles arrivent réellement à le faire? Et est-ce qu'il n'y a pas de risque à cela si elles le font elles-mêmes sans vraiment le maîtriser? Les 139 femmes ont bénéficié d'une formation avant même de commencer, sur la technique de l'auto-injection. Et surtout, ce qui a été aussi pertinent, que la leçon qu'on a tirée, c'est que la maîtrise de la pratique n'est pas liée au niveau d'instruction des femmes. Et quand on regarde que ce soit la femme scolarisée et la femme non scolarisée, toutes ont pu maîtriser l'auto-injection. Dès la première auto-injection, il y a plus de la moitié des femmes qui ont pu faire ça. Et les 3 doses ont été suivies, ont été auto-injectées en présence des prestataires de santé qui ont suivi, et à la fin du 3e auto-administration, ces femmes-là ont été certifiées aptes à le faire parce que ce soit leur niveau d'instruction, que ce soit leur niveau de leur âge, elles ont tous assimilé la technique. Alors, est-ce que c'est facile de faire cela quand on sait que les hommes ont une certaine autorité en Afrique et le pouvoir de décision? Est-ce que les femmes ne rencontrent pas réellement de sérieux problèmes quant à aller prendre cette méthode et l'administrer elles-mêmes? Est-ce que ça ne se fait pas dans un cache-cache en réalité? Oui, avant le début de la phase pilote du projet, la première activité a consisté à faire une mobilisation communautaire, une mobilisation sociale pour amener les femmes, les hommes, la communauté à comprendre l'importance même du contraceptif et aussi à comprendre l'importance de laisser la femme elle-même s'auto-injecter. Donc après cette mobilisation, vraiment, il y a eu adhésion de cette communauté qui a accepté que les femmes participent à la phase pilote et que ces femmes-là puissent apprendre comment ça se fait. Vous savez, le premier obstacle au Niger, c'est l'un des obstacles, je dirais pas le premier, c'est l'accès aux formations sanitaires. Et si aujourd'hui, on a la possibilité que la femme puisse venir une seule fois
au niveau de la formation sanitaire, prendre sa dose de 9 mois, ces 3 doses de 9 mois et repartir, vraiment ça aidera à pallier à cet obstacle d'accès. Est-ce que cela est facile quand on sait que le Niger a près de 99% musulmans? Est-ce que pratiquer un tel projet dans ces contextes est aisé? Pour la planification familiale, comment beaucoup d'avancées sont en train d'être faites du moment où maintenant les religieux sont impliqués et comprennent. Et la religion musulmane n'empêche pas à la femme de se reposer. Il y a un délai à prendre avant d'avoir un deuxième enfant. Et c'est un délai qui est écrit dans les textes musulmans. Et les actions que le pays est en train de prendre avec les religions, il y a beaucoup d'actions. Il y a des argumentaires religieux qui favorisent l'utilisation de la contraception. Donc on rentre dans l'angle religieux, vraiment ce n'est pas un problème. Maintenant, il s'agit de faire des actions pour un changement social de comportement, c'est tout. Et ces actions-là sont en train d'être faites pour vraiment amener les gens à accepter la contraception et les femmes à utiliser les méthodes de contraception sans pour autant passer par des jeux de cache-cache. Beaucoup pensent que les contraceptifs ne sont même pas bons, que c'est une politique occidentale. D'autres pensent que pour réduire la population, d'autres pensent que c'est pas bon pour la santé. Vous êtes vous-même femme, que pensez-vous des contraceptifs? Ça, c'est des rumeurs qui sont véhiculées un peu partout. Et quand on regarde, il y a des contraceptifs que vraiment... Et ces rumeurs sont souvent véhiculées à travers les effets secondaires que les femmes voient. Et si maintenant on a des méthodes qu'on peut utiliser avec moins d'effets secondaires, moi je pense qu'on ne peut pas être dans cette situation de rumeurs qui dit que les contraceptifs sont là pour nuire à la santé. Le fait de dire que c'est à portée de l'étranger, oui, on sait, dans nos communautés africaines, je dirais pas seulement au Niger, tant que quelque chose vient de dehors, ça va avoir une sorte de résistance pour un début. Mais je vous assure, les gens sont en train de comprendre l'importance de l'espacement de naissance et qu'il ne peut pas avoir espacement de naissance sans pour autant utiliser ces méthodes modernes de contraception. D'accord. Quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenus dans l'exercice de ce projet? Les résultats, c'est qu'on a vu vraiment l'adhésion de la communauté pour cette auto-injection. Et aussi, on a vu vraiment la facilité aux femmes de s'auto-injecter elles-mêmes. C'est aussi un grand résultat. Et le seul obstacle qu'on a dans les réflexions, c'est par rapport à la gestion des déchets. Parce que si on dit qu'on a donné 3 doses de contraception à une femme pour qu'elle utilise au niveau de sa maison, comment elle va gérer ses déchets? Et ces réflexions sont en train d'aller dans ce sens-là. Et nous sommes en train de voir avec les autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont déjà implémenté comment ils ont fait pour arriver à gérer ces déchets au niveau communautaire. D'accord, pour quelqu'un qui veut suivre vos pas, quelles sont les recommandations que vous allez lui faire? Les recommandations, c'est de vraiment mobiliser la communauté avant de commencer, d'amener la communauté à comprendre l'importance de la contraception d'abord et d'amener peut-être que nous avons vu un terrain qui a déjà été travaillé pour que ça puisse être facile pour un an. Mais ça prend du temps pour changer le comportement d'une communauté et amener aussi cette communauté-là à comprendre l'importance que le DMPA sous Kitani permettra aussi de pallier au problème d'accès aux formations sanitaires, l'auto-injection. Parce que la femme a ça au niveau communautaire et elle a ça au niveau dans sa chambre. Donc elle a ses doses dans sa chambre et elle s'auto-injecte à la période indiquée. Voilà. D'accord, s'il y a un message à passer, quel serait ce message et à l'endroit de qui? Le message, c'est à l'endroit de nos partenaires, donc financiers, techniques et financiers. Donc c'est de faire en sorte que ces interventions-là qui sont promoteurs, les bonnes pratiques qu'on identifie ici, soient vraiment vulgarisées au niveau de tous les pays qui en ont besoin de la zone CEDEAO. D'accord, mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes avec Madame Bako Rabi du Niger qui nous a partagé son expérience sur l'auto-injection du DMP. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et bonsoir. Bye bye.